Bonsoir, Zulf Lawel, marhaba bikoum, Microscope. Nous allons revenir ce soir au dernier des ministres, présidé par Abdelmajid Tebboune, hier donc. Abdelmajid Tebboune qui a demandé à ses ministres, ou exhorté ses ministres de se réveiller et de veiller sur justement le bonheur du citoyen. C'est comme ça que Abdelmajid Tebboune s'est exprimé donc hier lors de cette réunion avec ses ministres. Algérie de bonheur dans le plafonnement des prix des produits agricoles. Nous allons revenir donc à cette réunion avec les Boun et ses ministres et au secteur économique en Algérie, surtout, puisqu'il a parlé de ce secteur, surtout le secteur économique et bien sûr aussi de réaliser un film sur la vie de l'émir Abdelkader. Nous allons poser quelques questions à nos invités sur ces questions. Mais avant de passer à Abdelmajid Tebboune et au Conseil des ministres, on dira peut-être un petit mot sur Aboud Hichem, qui a fait son apparition aujourd'hui dans une petite vidéo, là où il explique que justement il fut kidnappé en Espagne le jeudi 17 octobre. Et pour en parler avec nous, Azwaou Chemrouk, militant politique. Azwaou, bonsoir, marhaba bik, Azoul. Bonsoir Hussein, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, et bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation. Merci, et on me dit que Hassan Hirouch aussi est avec nous. Docteur Hassan Hirouch, bonsoir, Azoul, marhaba bik. Bonsoir Hossein, bonsoir Azouaou, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à votre équipe et merci pour cette invitation. Merci Hassan Hirouch. Donc la Guardia civile libère l'opposant algérien Hicham Aboud à Séville et il se porte bien d'après msn.com. Écoutez, c'est tant mieux si Hicham Aboud se porte bien. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un même qui n'est pas d'accord avec lui. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de sujets. Mais évidemment, je souhaite qu'il se porte bien. Et j'espère que cet épisode absolument incroyable sera éclairci, éclairé, et que nous aurons des informations précises aussi bien de sa part, mais que de la part de la police et de la justice espagnole, de la classe politique et journalistique espagnole. C'est extrêmement important de savoir ce qui s'est passé. Merci Hassan Hirouch. Azwaou, un petit mot par rapport à cette histoire. Oui, je tiens à saluer Hassan, je suis honoré de partager cette émission avec lui. Et puis par rapport à ce qui s'est passé, c'est vraiment bon. Après, on n'a pas les éléments pour accuser qui que ce soit. Bon, après, comme Hicham Aboud, c'est un opposant politique au régime algérien, on a quelques déductions, mais ça reste des déductions, ça reste des suppositions. Donc on ne peut pas accuser qui que ce soit aujourd'hui, mais ça reste quand même... si vous voulez, en attendant son intervention à lui, peut-être ce soir d'ailleurs. Pardon ? Je disais en attendant son intervention à lui. D'accord. En tout cas, ça reste un fait grave, très très grave. L'enlèvement, la séquestration d'un individu, peu importe les motivations, ça reste un acte criminel, condamnable. J'espère que toute la lumière sera faite sur cet incident, sur ce crime. Et puis, malgré, comme disait tout à l'heure Hassan, c'est-à-dire que malgré c'est-à-dire les divergences qu'on a avec les hommes et les militants politiques, ces actes et ces faits restent quand même condamnables parce que ça reflète à peu près le fonctionnement d'un État voyou. Bon, j'accuse personne aujourd'hui, mais c'est-à-dire ça reste des pratiques de voyous, des pratiques de délinquants, si on peut les appeler comme ça. Donc ça reste condamnable malgré toutes nos divergences avec M. Hicham Aboud dans ses déclarations, dans sa manière de faire, dans sa manière de s'opposer au régime algérien, mais ça reste condamnable tout de même.
Merci Azwa. Passons donc au sujet d'aujourd'hui. On va écouter cette petite vidéo. Lors de cette réunion du Conseil des ministres, le président de la République a enjoint au gouvernement de procéder à une révision radicale de la réglementation régissant la commercialisation du produit national pour le citoyen à travers l'élaboration d'une loi consacrant un système de plafonnement des prix via des décrets lorsqu'il s'agit de prix déraisonnables des produits de saison. Le président de la République a également ordonné au gouvernement et aux instances de contrôle, y compris les organes de sécurité, de faire preuve d'une extrême vigilance, d'intensifier et de porter au plus haut point le contrôle en plaçant les produits agroalimentaires et les médicaments au cœur des priorités. Concernant les mesures de régulation et de suivi des opérations d'importation, le président a ordonné de ne pas interdire les opérations d'importation des matières premières utilisées dans la chaîne de production et les industries vitales. Le reste des opérations sera soumis à une autorisation préalable, affirmant que l'Algérie n'a jamais interdit et n'interdira pas l'importation. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé les mesures relatives à la bourse des étudiants et des enseignants-chercheurs aux écoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah. Le président de la République a précisé que ce projet constituait un acquis pour l'Algérie et pour sa sécurité nationale. S'agissant des préparatifs pour la réalisation d'une importante œuvre cinématographique sur l'émir Abdelkader, le président de la République a donné instruction pour le lancement d'un appel d'offres international pour la production et la réalisation en vue de conférer à cette œuvre une dimension universelle vu la haute symbolique que représente l'émir Abdelkader, de par son parcours dans l'édification de l'Algérie contemporaine et son rayonnement. Hassan Hirsch, certains disent que Abdelmajid Tebboune n'arrête pas d'ordonner, mais ne gère absolument rien. Ça, vraiment, ce n'est pas moi qui vous dirai si ces faits sont vrais ou faux, parce que moi, ce que je constate, c'est un certain nombre de réformes que j'attendais de la part d'Abdelmajid Tebboune et que je ne vois pas venir. Les réformes sur la justice, sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, sur la recherche, ainsi de suite. C'est très sympathique d'annoncer une augmentation des bourses de ceux qui travaillent au pôle scientifique de Sidi Abdallah, mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a toutes les universités, pratiquement chaque wilaya a en moyenne une ou deux universités, voire trois. Et pour les grands pôles comme Alger, Oran, Constantine, beaucoup plus que ça. Donc c'est toute une réforme à revoir, c'est vraiment de fond en comble, c'est une refondation totale et il faut le faire non pas en octroyant de l'argent, parce que il faut apprendre en Algérie à faire mieux avec moins d'argent. Parce que ce n'est pas parce qu'on injecte beaucoup plus de milliards qu'il y a une efficacité économique, qu'il y a une efficacité dans ce que nous investissons. En fait, l'économie, comme tout le reste, c'est un ensemble global. Si vous vous intéressez à un seul secteur, ou à deux secteurs, à trois secteurs, vous pouvez mettre autant de milliards de dollars et de dinars que vous voulez, ça ne marchera pas. Parce que aussi bien l'économie, l'éducation, l'agriculture, la santé, etc., c'est un système. C'est une pensée globale qu'il faut avoir sur l'ensemble de ces activités-là. Comment voulez-vous, par exemple, réussir tout ce qui est scientifique si l'école primaire, si le collège, si le lycée sont complètement malades? Comment voulez-vous réussir l'industrie s'il n'y a pas des infrastructures, s'il n'y a pas un minimum de liberté d'entreprendre, etc. Comment voulez-vous réussir un système bancaire performant alors que les agents sont sous-formés complètement? Moi, je peux même vous donner un exemple. Moi, j'ai raté la vente d'une maison parce que le responsable de l'agence bancaire qui devait faire le chèque, et au lieu de faire les chèques en dinars, il a fait les chèques en centimes.
Donc, c'est vous dire la gravité de la situation. L'administration, elle n'est pas performante, surtout depuis l'arabisation. Elle était déjà peu performante avant. Mais avec l'arabisation forcée, à outrance, idéologique, qui n'a absolument rien à voir avec les besoins de la société, avec les besoins du pays, avec les besoins de l'avenir du pays, etc. Donc, tout est à marche forcée. Eh ben, on est arrivé aujourd'hui à un blocage total de l'administration. Et si vous n'avez pas ça qui fonctionne bien, comment voulez-vous que le reste fonctionne? Vous pouvez avoir des génies, des génies en mécanique, en informatique, en intelligence artificielle, etc. S'il n'y a pas une vue systémique de tout l'ensemble, ça ne peut pas marcher, Ajma Hussein. Justement, Monsieur Hassan Hirsch, quand il y a un problème avec des patates, il y a un décret présidentiel. Si on a un problème avec du lait, donc on va prendre un décret présidentiel, l'importation, un décret présidentiel, exportation, un décret présidentiel. Est-ce qu'on peut gérer l'économie avec des décrets? Sûrement pas. Ce n'est ni les décrets ni les injonctions, mais c'est de remettre la machine en marche et de faire de véritables réformes en profondeur, permettre aux acteurs locaux, régionaux, nationaux de travailler en toute autonomie, permettre de donner des conditions de travail, décentes, permettre des financements ajustés, laisser la possibilité aux acteurs de décider eux-mêmes. On ne peut pas tout faire à partir d'El Mouradia. Ce n'est pas possible. Abdelmajid Tebboune a un seul rôle, c'est de dessiner un cap, de dire quelle est l'Algérie dans 10 ans, dans 20 ans, et après c'est aux acteurs différents, privés et publics, de s'atteler justement à aller vers cette direction-là, avec une autonomie d'action très large, aussi bien en entrepreneuriat, aussi bien en formation, aussi bien dans le droit d'aller et venir, dans le droit de venir se former à l'étranger, dans le droit aussi d'avoir des relations avec les syndicats, les universitaires, des échanges. Il faut sortir, aérer l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est étouffée, elle fonctionne en vase clos. Ce n'est pas la solution pour nous en sortir. Merci. Azwou Chemrouk, Hassan Hirsch parlait justement du cap. Est-ce qu'aujourd'hui, Boun a vraiment, ou tout le gouvernement a un cap aujourd'hui quand on parle de l'économie? D'ailleurs, il y a la place du gouvernement aussi qu'on se pose la question sur quelle place, quel rôle pour le gouvernement aujourd'hui, puisque c'est Boun qui ordonne, qui donne des orientations, et à chaque fois qu'une décision est prise, c'est au nom du président, suite aux exigences du président. Mais dans quelle république nous sommes? Oui, effectivement, c'est que si on compare c'est-à-dire l'ère de Bouteflika Hussein et l'ère de Bouteflika, ce qui a changé, c'est juste l'expression. C'est-à-dire sous l'ère Bouteflika, on appelait sous le patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui sous les ordres de Abdelmajid Tebboune. C'est ce qui a changé, mais le reste, si vous voulez, reste le même. Maintenant, sur le... Par contre, à Azwa, où les conseils de ministres à l'âge de Bouteflika avaient vraiment du poids et du sens. Je me rappelle, je pense que vous vous rappelez tous. Et même la presse en parlait, et même les chancelleries attendaient les décisions. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça, malheureusement. Non, au fait, oui, si on parle du rôle du gouvernement, mais c'est vrai que c'est dans un système hyper présidentialiste tel que le nôtre, tout est attaché au président de la République. On voit aujourd'hui le Premier ministre, si on peut le dire, c'est comme un ministre comme les autres, ou même un fonctionnaire de l'État, tout simplement, alors qu'un Premier ministre est censé être justement le coordinateur de l'exécutif, celui qui manage un peu l'équipe exécutive, celui qui apporte des projets, celui qui... voilà, donc... et aujourd'hui, on voit le président de la République, si on peut l'appeler comme ça, outrepasser les prérogatives du Premier ministre,
Même il a effacé carrément le Premier ministre. Aujourd'hui, on parle que du président de la République, dont toutes les tenants et les aboutissants de l'État et du gouvernement, alors qu'il est censé être, comme l'a rappelé tout à l'heure Hassan, c'est qu'il est censé, c'est-à-dire définir le cap, définir une stratégie, c'est-à-dire un horizon pour l'Algérie de 2030-2050. Et c'est à l'équipe gouvernementale, sous la direction du chef du gouvernement ou du Premier ministre, d'appliquer, c'est-à-dire ces directives et de faire en sorte à ce que, si vous voulez, c'est-à-dire ce cap ou cet horizon soit atteint. Mais aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Après, ce qui est frappant, malheureusement, enfin frappant et c'est pas étonnant, c'est que c'est l'économie on est dans une économie de dirigisme, si on peut l'appeler. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une économie de marché où c'est à l'opérateur, c'est-à-dire au marché de définir des prix en fonction de la demande et en fonction de la production. Mais c'est à l'État donc de s'ingérer dans tous les. Justement, justement, l'État, c'est qui ou c'est quoi l'État aujourd'hui justement en Algérie? Quand la présidence, Tebboune a mis des conseillers sur toutes les questions sécuritaire, information, communication, commerce, économie. C'est pour ça qu'on se demande justement quel rôle a le gouvernement en Algérie. Les décisions sont prises où? Je pense que le gouvernement, et c'est une question de formalisme aussi. D'ailleurs, le Conseil des ministres, je pense que c'est un conseil de redistribution des richesses, c'est-à-dire pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a le pétrole, on a la fiscalité pétrolière, on a les rentrées pétrolières, et les conseils de ministres, ils essayent de rediriger ça et de redistribuer tout ça, mais c'est pas créateur de richesse. Et puis c'est vrai que vous avez raison, c'est que quand on citant, c'est-à-dire le rôle du gouvernement aujourd'hui, il est vraiment réduit à néant, notamment avec la création de tellement de commissions qui sont sous la présidence de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effacé le rôle du Premier ministre, on a effacé et on a amplifié le nombre de commissions de contrôle, des commissions de suivi qui sont attachées à la présidence de la République. Et on se demande pourquoi ce gouvernement. Mais après, ça ne m'étonne pas dans un système totalitaire et dictatorial tel que le nôtre. Moi, ça ne m'étonne pas de Tebboune. Donc, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, concernant l'économie dirigée, c'est-à-dire qu'en économie de marché, normalement, l'Algérie est censée être un pays, on peut l'appeler comme ça, capitaliste à caractère social. C'est-à-dire qu'il y a un caractère social qui est protégé, oui, oui. Mais l'économie, elle se dirige d'une manière capitaliste, d'une manière, ce qu'on appelle l'économie de marché, c'est-à-dire que c'est le marché qui décide des prix. Et aujourd'hui, on voit que ce pouvoir, à sa tête, Tebboune décide de tout, c'est-à-dire que du prix de la patate, du prix de l'huile. Bon, vous allez me dire que les produits subventionnés, l'État a le droit de regard, a le droit de contrôler ou a le droit de plafonner. Mais quand il s'agit des prix, d'autres prix, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au pouvoir de décider. C'est-à-dire c'est au marché, parce qu'on ne peut pas exiger à un producteur de vendre à un prix qui lui convient pas. C'est-à-dire que le producteur, quand il achète ou quand il produit, il a un coût de production. Et ça, c'est en fonction de la demande et de l'offre. C'est tout à fait naturel. Maintenant, le rôle de l'État, c'est d'inciter les gens ou les opérateurs à investir dans certains secteurs déficitaires, dans certains secteurs dont l'État ou la nation a besoin d'investir pour, c'est-à-dire pallier à la pénurie, pour essayer de remédier c'est-à-dire on manque dans la société ou sur le marché de certains produits. Donc on incite les opérateurs, on les incite fiscalement, on les incite c'est-à-dire financièrement. C'est ça le rôle de l'État. Ce n'est pas à l'État de décider à quel prix l'opérateur doit vendre. Et malheureusement, nous, c'est un État, à mon sens... Quels sont les dangers d'une pareille décision, justement, ou gestion, à long terme et à court et à long terme?
Le danger, justement, c'est que le risque de faillite en cascade des entreprises. Parce qu'une entreprise, on ne peut pas lui exiger de vendre à perte. On ne peut pas lui exiger de vendre à un prix dirigé. À moins que ce soit un produit subventionné par l'État, peut-être que, et encore, mais on ne peut pas exiger à une entreprise de vendre parce que l'entreprise, elle est là à but lucratif, elle est là pour gagner de l'argent et parfois en faisant un prix. Alors, je vous donne un exemple très, très concret. Moi, j'étais dans le prêt-à-porter. Vous savez, dans le prêt-à-porter, j'étais dans la production. Dans la production, vous savez, c'est qu'il y a certaines... quand on produit, il y a certains produits qu'on arrive à vendre, à écouler rapidement, il y a certains qu'on n'arrive pas à écouler et même pas écouler. Oui. Ça veut dire quoi? Donc, on doit vendre certains produits qu'on écoule rapidement, qui sont trop demandés, on doit les vendre un peu plus cher pour essayer de couvrir les pertes d'autres produits. Mais si vous m'exigez de vendre un produit qui marche très bien à un prix plafonné, je n'aurai pas de possibilité d'amortir la perte que j'aurai dans d'autres produits, dans des produits qui ne se vendent pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à moyen et à court terme, c'est la faillite des entreprises et l'effondrement de l'économie nationale. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, c'est un pays totalitaire, c'est un pays dictatorial qui est entre les mains des militaires qui ne décident que d'une manière sécuritaire. D'ailleurs, on l'a vu, je l'ai vu dans le communiqué de la présidence, notamment relatif à ce Conseil des ministres. C'est-à-dire que Tebboune a appelé à ordonner même les services de sécurité de s'immiscer dans les affaires, c'est-à-dire... absolument, oui. On va y arriver, oui. C'est-à-dire que on ne gère pas le pays d'une manière politique, on ne gère pas le pays d'une manière, c'est-à-dire en prenant en compte les considérations économiques, sociales et politiques du pays, mais on le gère d'une manière militaire et sécuritaire, tout simplement. Merci. Hassan Hirosh, regardons cette vidéo. أنا شخصيا نتابعها يوميا أسعار المواد أسعار هذه لا كانش فيه ارتفاع لا كانش فيه كذا حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ما في المتناول تاعو لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة وحتى لما نشوف باللي فيه نقص في الإنتاج نستورد حينا بور كاسي فيه مضاربة في بعض الأحيان يخلقوها لنا من العدم. Dans cette vidéo, dit qu'il surveille quotidiennement les prix des produits agricoles en Algérie et il suit très bien justement la consommation du citoyen. Et lors du Conseil des ministres, donc face à la rareté, le chef de l'État a constaté un relâchement dans la volonté de travail de certains et a ordonné un réveil général avec une clarification des responsabilités afin de remplir les missions envers les citoyens. Hassan Hirosh, un président en Algérie, il a tous les pouvoirs, il a même des pouvoirs gigantesques. Et les ministres, ils sont là. Pourquoi il ne prend pas de décision? Tout simplement. Il y a plusieurs observations. Il y a le fait que dans tous les pays, on va dire autoritaires ou dictatoriaux, ou en tout cas où il n'y a pas véritablement de liberté publique, il y a un mythe, et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis des siècles. Hein. On le voit notamment dans les pays despotiques du Moyen-Orient, enfin, qu'on appelle Moyen-Orient, c'est l'Asie de l'Ouest, où on a toujours fait circuler les rumeurs comme quoi le chef est bien, et ceux qui ne sont pas bien, c'est ceux qui sont autour de lui. C'est toujours le wazir est mauvais, et par contre, le sultan est extraordinaire. Donc, on est encore dans cette culture-là. Je me souviens, moi, personnellement, du temps de Boumedienne, les rumeurs qui couraient tous les jours. Ah, Boumedienne, c'est vraiment un grand président, etc. Mais il est mal entouré, et il y a des gens autour de lui qui ne méritent pas leur place, etc. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, etc. Mais ça, c'est un mythe qui existe depuis la nuit des temps. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que ça me rappelle aussi la période Chadli. Chadli, où à un moment où il annonçait soi-disant des réformes, etc., dans tous les domaines, etc., il disait le travail et la rigueur.
Alors, il sermonnait les ministres, les walis, les citoyens, les journalistes, etc. Le slogan, c'était le travail et la rigueur. Et la Vox Populi disait le travail à la rigueur. pour dire que malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on met un peuple en marche, qu'on met un peuple au travail. Vous savez, nous sommes une société sociocratique. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, les Algériens, qui ont une culture amazigh au fond, hein, même si elle est dans l'inconscient collectif, même si elle n'est pas visible, etc. Le citoyen doit avoir son mot à dire dans la Juma. Donc aujourd'hui, à la mairie, dans l'entreprise, à la wilaya, dans le ministère, partout où il évolue, il doit avoir son mot à dire. Parce que c'est une société consensuelle, sociocratique, et donc tous les acteurs travaillent en symbiose, en synchronisation, en cohésion. Donc, pour qu'il y ait cette cohésion-là à l'échelle nationale, il faut sortir du mépris de classe. Parce qu'à la limite, moi, je ne dirais pas que c'est une dictature, notre pays. Je dirais plutôt que c'est un système de mépris de classe. Et donc, il faudrait redonner la parole à tous les acteurs. Comment voulez-vous qu'une université fonctionne si le professeur ne peut pas faire le programme qu'il veut, si le doyen ne peut pas gérer comme il veut, si le président de l'université n'est pas élu par ses pairs, mais parachuté d'en haut par le pouvoir lui-même, il ne peut pas être respecté, bien au contraire, on fera tout pour saboter, on fera tout pour contrer ses perspectives, ce qu'il décrète, ainsi de suite. Et c'est pareil à l'échelle nationale. Le problème, ce n'est pas de fixer les prix ou de mettre des plafonds des prix. Le problème, c'est de produire. Et pour produire, il faut encourager justement le travailleur, le paysan, le médecin, l'enseignant. Il faut bien le payer, il faut lui donner des conditions de travail adéquates, il faut lui donner les moyens adéquats. Il faut qu'il y ait des évaluations partout. Il faut qu'il y ait des documentations. Il faut qu'il y ait une formation permanente. C'est-à-dire, prenez par exemple les pays du Nord, un pays comme la Suède par exemple, tous les 5 ans, un travailleur, il peut se former pour une période de 6 mois à 1 an en gardant 80% de son salaire. Nous, une fois vous avez votre diplôme, vous allez dans une entreprise où vous êtes au chômeur d'ailleurs, ou vous allez dans une administration, et vous n'avez plus pied sur la formation. Or, les choses évoluent, et elles évoluent à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, tous les économistes s'entendent à dire que la performance aujourd'hui, c'est la vitesse. Si vous ne faites pas face à ce processus-là de la vitesse, eh bien, vous restez en arrière. Si vous restez en arrière, évidemment, la performance du pays ne peut pas être au rendez-vous. Et donc, Hassan, justement, pour le pays justement et les citoyens, du débat, l'absence du débat autour de ces questions en Algérie. Comment vous expliquez justement ce phénomène? Des décisions pareilles, on a vu même le projet de loi de finances, le PLF 2025, on n'a pas eu vraiment un débat en Algérie autour de ces questions. Parce que nous sommes dans un système institutionnel totalement schizophrénique, mon cher Hossein. Pourquoi il est schizophrène? Prenez dès la base, on élit un maire, un président d'APC, donc à l'échelle locale. La véritable décision, elle est entre les mains de qui? Elle n'est pas entre les mains du maire, du président de l'APC. Elle est entre les mains du chef de Daïra. On élit un président, une assemblée de wilaya, avec un président de l'APO, donc de wilaya. La vraie décision, elle est aux mains de qui? Elle est aux mains des walis. On élit une assemblée nationale. C'est elle qui doit faire les lois, c'est elle qui doit proposer, ainsi de suite, avoir des perspectives. Mais la véritable décision, elle est aux mains de qui?
elle est aux mains d'un certain nombre de décideurs qui, la plupart du temps, sont dans l'ombre. Je dirais même qu'on élit un président, mais est-ce qu'il a véritablement toutes les prérogatives réelles? Est-ce qu'il a les coups des franches alors que les textes le lui permettent? Je ne suis malheureusement pas sûr qu'il ait les coups des franches parce que précisément, il y a toujours un système opaque depuis 1962 et qui perdure. Et donc, ces systèmes-là, qui est un système de méfiance, un système de soupçon, un système de secret, c'est un système paranoïaque. Et donc, on ne peut pas travailler dans la transparence. Et les informations, les véritables informations sont tenues par une poignée de gens, alors que l'information, justement, doit circuler pour pouvoir justement agir. Prenez par exemple les décideurs au niveau des entreprises, au niveau des universités, au niveau des administrations. Aujourd'hui, les cadres supérieurs et les cadres moyens ont peur de signer. Beaucoup de dossiers traînent. C'est une espèce de procrastination nationale, traîne des mois, voire des années, parce que celui qui doit signer a peur de signer. Donc, il faut qu'il s'assure dans son aéropage, dans la hiérarchie, etc. Il faut que ça monte au plus haut, que ça redescende pour qu'il ait l'assurance qu'il peut signer, qu'il ne va pas être éventuellement persécuté parce qu'il aura pris une décision à son échelle. Donc, nous sommes dans un système complètement paralysé et c'est ce système-là qu'il faut totalement refonder, totalement réformer de fond en comble en donnant la possibilité, encore une fois, dans toute cette colonne vertébrale, dans toute cette architecture institutionnelle, en donnant du pouvoir aux acteurs depuis le plus bas échelle jusqu'au plus haut. Il faut que l'Algérien soit autonome dans son action de façon à ce qu'il soit productif pour qu'il prenne des décisions. Il vaut mieux qu'il fasse des erreurs plutôt que d'être dans l'immobilisme parce qu'il a peur de prendre des décisions. Merci Hassan Herache, restez avec nous. Azwa Chemrouk, j'ai l'impression que lors de ce conseil des ministres, Tebboune, au lieu de parler justement des problèmes, de régler les problèmes, de proposer des solutions, on propose au contraire, on ordonne, on décide essayer de prendre d'autres décisions. Mais les premières décisions, les récentes décisions, tous les conseils de sécurité qui sont justement accentués, où sont passées toutes ces décisions sur le terrain? Ça va, Hussein, c'est que dans un système tel que le nôtre, ça ne m'étonne pas qu'il y ait pas de résultats sur le terrain. Et puis c'est voulu, hein, c'est pas. On dit souvent que c'est le président qui est mal entouré, qui est mal conseillé, alors que comme l'a rappelé tout à l'heure Hassan, c'est pas vrai du tout, parce que le président de la République, s'il s'est fait entourer d'incompétents, il l'a fait exprès parce qu'il sait très très bien que s'entourer de compétents, ça va aux dépens c'est-à-dire de son pouvoir. Donc il faut et pour le prochain gouvernement, il a dit qu'il est en train de chercher justement des compétences. Hein. Je ne pense pas du tout. Non, oui, bah, c'est ce qu'ils disent. Il faut bien qu'ils vont de, si vous voulez, à l'opinion nationale ce discours-là. Mais moi, je suis sûr qu'ils sont à la recherche des allégeances. Ils ne sont pas à la recherche de compétences. Bien au contraire. C'est connu dans des systèmes tels que les systèmes autoritaires et dictatoriaux tels que le nôtre, c'est connu. C'est-à-dire que quand on cherche des personnalités, quand on cherche à recruter entre guillemets pour des postes névralgiques, pour des postes stratégiques, oui. On cherche plutôt l'allégeance que la compétence. Ça, c'est connu. Donc ça, c'est un message ou un discours qui est juste pour à vendre à l'opinion publique, c'est tout. Maintenant, donc je disais, dans un système tel que le nôtre,
où, si vous voulez, tout est vraiment maîtrisé au sein d'un groupe, au sein d'une sphère, au sein d'un cercle d'intérêt. Donc on ne peut pas... Allô? Oui, oui, Azwa, on vous entend. Hein. Ah, on a perdu Azwa. Hassan Hirosh, nous allons regarder cette vidéo de Tebboune et je reviens. لا تبغوا ديروا ان باري ناسيونال البطاطا عمرها ولا تزيد تطلع فوق 60 دينار ان شاء الله. شوف سكي سيبورتابل ماكسيموم سيبورتابل سي 60 دينار. Alors, stockez ce que vous voulez, chaque fois que le marché en a besoin, mais il faut que la pomme de terre soit consommée par l'Algérien à un niveau de 60 dinars, pas plus. دريس حنا يعني نتمناو يعني بان شاطرك في الراي تاع التعاونيات، حنا رانا لوبجيكتيف تاعنا التعاونيات. انا ما ندخلش في الديتاي، هذه مهنتكم ان شاء الله. مي باش نعاود نرجع للبطاطا تاع 12000 و 13000 هذه سي اناكسبتابل. هذا هو. Voilà, là c'est Tebboune, justement, il parlait des prix des patates, justement, à 60 dinars, il fallait la plafonner à 60 dinars. C'est toujours Tebboune et c'est toujours les patates. هو القوانين اليوم قوانين صارمة. إنسان اللي وصل له يدي 30 سنة من أجبر لأنه هرب يحترم نفسه. احنا قلنا التهريب نقضي عليه أولا ماشي إلا بالقمع، ولكن أنا باش ندير مناطق حرة بيني وبين البلدان الشقيقة المجاورة. كل شيء يفوت من خلال الأسواق الحرة هذه. avec des possibilités de comptabilité, de ceci, de cela, de cela. تبقاش أنا الأمور هذه فوضوية ونوصل لها إن شاء الله. رانا بدينا في المنطقة الحرة مع شقيقة موريتانيا ونفوتوا مع الأشقاء في النيجر ودو زون دو ليبر إيشانج مع تونس شقيقة كذلك في انتظار تكون مع ليبيا ومع Azwaou est revenu, je pense. Azwaou. Vous m'entendez? Oui, excusez-moi, Oui, désolé. très bien, allez-y. Désolé. Donc juste pour répondre à la question, c'est-à-dire que toutes ces décisions, est-ce qu'ils ont abouti à quelque chose? Je ne pense pas qu'ils ont abouti à quelque chose et qu'ils vont aboutir. Donc on disait que c'est-à-dire sur le terrain de pratique, est-ce que les décisions du président, décisions présidentielles ou ministérielles sont appliquées dans la société ou dans les démembrements de l'État, ce qu'on appelle les démembrements de l'État, pardon, et ils ne sont pas appliquées parce qu'en fait il y a la compétence, donc on ne s'entoure pas de gens compétents pour pouvoir appliquer les décisions. Et puis, il y a la question de la volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté affichée pour pratiquer ou pour appliquer les décisions. En fait, les décisions, elles sont là, c'est juste pour dire que, voilà, à l'opinion, qu'on fait notre travail, qu'on essaie, c'est normal. Ils ne vont pas dire que dans un communiqué où le président ne va pas dire à l'opinion nationale qu'il va fermer l'œil sur les pratiques mafieuses de certains les plus influents dans l'État ou dans la société. C'est normal, c'est tout à fait logique. Tout système digne de ce nom ne va pas dire si vous voulez, des bêtises pareilles. Mais il doit dire qu'il est c'est-à-dire il combat la corruption, il combat ceci, il combat cela. Mais dans la pratique, rien n'est fait et rien ne se fera du moment qu'il n'y a pas la volonté politique. La volonté politique, elle peut s'expliquer de plusieurs manières. Donc, il y a tout à l'heure ce qui a expliqué Hassan par rapport à la sclérose qui a frappé le système algérien, les institutions algériennes, effectivement, c'est que les démembrements de l'État, c'est-à-dire au niveau des daïras, des mairies, des wilayas, ils ne peuvent pas prendre des décisions sans passer par le ministère de tutelle. Et le ministère de tutelle, il faut vraiment l'approbation parfois du président de la République pour pouvoir prendre certaines décisions qui relèvent parfois du communal ou du régional. Donc, parce qu'il y a cette crainte d'emprisonnement, il y a cette crainte de représailles. Donc ça, c'est un élément qui explique un peu cette volonté politique. Et puis, vous avez aussi la volonté politique d'un autre côté, où, quand les décisions politiques
se heurte à des intérêts des plus influents dans le pouvoir, que ce soit des militaires ou des civils, toute politique économique ou sociale, tout ce que vous voulez, est vouée à l'échec parce que elle va au conflit, c'est-à-dire à l'encontre des intérêts des plus influents. Je vous donne un exemple tout simple. C'est-à-dire que l'Algérie, depuis des décennies, qu'elle importe du blé, par exemple. Depuis des décennies qu'on importe du sucre. Depuis des décennies qu'on importe tout ce qu'on mange, tout ce qu'on met, pratiquement tous les produits, on est vraiment dangereusement et mortellement exposé à l'étranger. Mais on se dit, mais pourquoi il n'y a jamais eu de politique nationale ou de gouvernementale pour aller dans le sens de production, encourager la production nationale, encourager, c'est-à-dire essayer de dépendre le minimum possible de l'étranger. Mais non, ça ne se fait pas parce que quand même si on est vraiment animé de la plus bonne volonté du monde d'aller encourager la production nationale, mais quand cette production nationale va à l'encontre des intérêts des plus influents, je donne un exemple, du blé ou d'un autre produit stratégique, hein, je ne vous parle pas des produits qui sont moins stratégiques. Et quand ces produits-là, c'est-à-dire quand on encourage la production nationale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on freine les exportations. Et quand on freine les exportations, ça veut dire que on touche aux intérêts des importateurs du blé ou de la farine ou du maïs ou je ne sais pas. Donc, c'est plus influent, généralement, c'est des militaires ou c'est des civils qui ont la main ou si vous voulez, des liens ou des relations dans le pouvoir algérien. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire toutes les politiques qui seront vouées à l'échec, c'est parce que ça touche les intérêts de ces plus influents. Donc, si vous voulez, tous ces éléments, du moment qu'il n'y a pas de volonté, j'en suis sûr que Tebboune, et il ne fait pas exception à cela, certainement. Soit c'est lui, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec lui. Donc certainement, il y a à l'intérieur ceux qui ont des intérêts à ce qu'ils ne promeuvent pas la production nationale. Merci Azouawi. On arrive presque à la fin de l'émission. Hassan Hirouche, un dernier mot par rapport peut-être à cette histoire de film sur l'émir Abdelkader. Hassan Hirouche, bon, vous vous rappelez, je pense, hein, même c'est un projet de Boumediene avec $1 million. Après Chadli Ben Jdid, pareil, avec $1 million. Bouteflika, premier mandat, avec un mandat, pareil, une enveloppe d'$1 million. Khalida Toumi en 2009 avait une enveloppe de $5 millions. Tebboune en 2019 avec une enveloppe pareille des milliers de dollars. Mais on n'a pas encore vu ce film. Moi, ça me rendrait triste qu'il n'y ait qu'un seul film sur l'émir Abdelkader et que ce soit décrété par le ministère de la Culture ou par la présidence. Je pense qu'un personnage comme l'émir Abdelkader, comme Cheikh Haddad, comme Al-Mokrani, comme Abban Ramadan, comme Aït Ahmed, Boudiaf, etc., ça doit être l'inspiration des créateurs. On doit donner des moyens et créer des conditions de liberté d'expression, de liberté aussi d'accéder à la... Et pourquoi ce monopole d'ailleurs, Hassan Hirouche? Justement, c'est une très bonne question. Pourquoi ce monopole? On a tous vu ce qui s'est passé pour Bachir Draïs par rapport au film de Ben Mehdi, par exemple. On ne laisse pas justement les Algériens produire. Je pense que tout film ou tout documentaire ou toute autre décision du reste, pas seulement au niveau de la culture ou de la cinématographie, même au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, etc., tout ce qui est décrété sans qu'il y ait la liberté d'action des acteurs à tous les échelons, c'est voué à la propagande ou voué à l'échec. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on fait un film qui est décrété par le pouvoir sur l'émir Abdelkader, c'est le seul moyen de faire détester l'émir Abdelkader par la jeunesse algérienne.
Il faudrait qu'il y ait plusieurs regards, qu'il y ait plusieurs metteurs en scène, plusieurs comment dire, producteurs, plusieurs acteurs, etc., qui travaillent chacun à sa manière, en toute liberté, et sur un certain nombre d'autres acteurs de l'histoire de l'Algérie, parce que oui, l'émir Abdelkader, d'ailleurs, est-ce qu'on dirait que l'émir Abdelkader est un Mazir, par exemple? Tebboune a parlé justement à ordonner, on revient au verbe ordonner avec Tebboune, d'ordonner justement de lancer un appel d'offres international par rapport à cette question de l'émir Abdelkader. Oui, mais enfin, on veut en faire un symbole pour des raisons idéologiques. Hein. L'émir Abdelkader, je respecte évidemment en tant qu'homme de l'histoire, c'est une des figures emblématiques de l'Algérie. Mais ce n'est pas la seule figure, il y en a d'autres. Hein. Depuis Massinissa, Jugurtha, Saint-Augustin, la Fadma Aujourd'hui, on parle de l'émir Abdelkader, Hassan Hiroche. On va revenir, Inch'Allah, peut-être à une autre figure. C'est tout à fait louable de mettre l'émir Abdelkader, qui pour moi, justement, est-ce qu'on le dira dans le film, pour moi, est un héros amazir. Donc, il est de famille maraboutique, et donc les marabouts sont évidemment les descendants de ce qu'on appelle en français les Almoravides, donc les Morabitones, qui viennent du sud du Sahara occidental. Et on connaît, hein, leur capitale c'était Marrakech. Ils ont essaimé d'ouest en est. Ce sont les dynasties berbères, porteuses d'une grande histoire, porteuses de valeurs, et qui, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, restent vivaces. Donc, est-ce qu'on dira, par exemple, que l'émir Abdelkader est justement un enfant de cette histoire-là, un homme de cette histoire-là, ou bien est-ce qu'on va l'appuyer seulement d'idéologie panarabiste, etc., qui est complètement fausse, je veux dire. Qu'est-ce qu'on ferait? Merci beaucoup. Azwaou, un dernier mot rapidement, 30 secondes, désolé. Oui, c'est peut-être 30 secondes pour parler de ce sujet, mais je vais essayer de... Malheureusement, c'est qu'il l'émir Abdelkader, il est otage de ce pouvoir et de l'instrumentalisation de ce pouvoir. Je sais qu'il y a une instrumentalisation idéologique de ce film. J'ai autant de respect à l'émir Abdelkader que je ne connais pas, mais qui est un personnage de notre histoire, malgré mon idéologie progressiste. Mais si vous voulez, je respecte toute mon histoire et je la vois telle qu'elle est. L'émir Abdelkader, elle était un acteur de l'histoire algérienne et j'en suis fier. Malheureusement, c'est que, quand je disais, j'ai autant de respect à l'émir Abdelkader et j'ai autant de mépris aux défenseurs idéologiques de l'émir Abdelkader. Défenseurs, malheureusement, du sens péjoratif et biaisé. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont instrumentaliser, c'est-à-dire l'émir Abdelkader, dans le sens idéologique pour essayer d'amadouer un peu certaines classes politiques. Et vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il a ordonné, et en plus, il a ordonné pas que, il a ordonné en même temps, ils ont exigé un cahier des charges pour le film. Donc, c'est-à-dire, on tue toute créativité, on tue toute objectivité dans ce qui est, cette histoire du film L'émir Abdelkader. Mais ça reste une instrumentalisation idéologique malsaine de ce pouvoir, un peu ce qu'il a fait de tous les symboles, y compris les dates historiques de notre Algérie, où il avait organisé un référendum un certain 1er novembre, donc juste pour souligner un peu les symboles, que ce soit les capitales symboliques ou capitales, si on peut dire, culturelles dans notre pays, malheureusement. Il recule devant rien, ce pouvoir algérien. Merci Azwaou Chemrouk, merci Hassan Hiroche, merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum.